Hi guys, c'est parti pour la review des épisodes 1 à 4 de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Quelques temps passés depuis les événements qui ont eu lieu au barrage et maintenant on retrouve Madison et tout le groupe dans un stade de baseball, donc c'est sécurisé. En plus, il y a de l'eau chaude. Ils ont également réussi à cultiver de la nourriture, donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes possibles. Cependant, plein de questions restent en suspens. Comment ils sont arrivés jusque-là? Comment Nick a survécu? Parce que quand même, un barrage qui s'effondre, c'est quand même pas rien. Est-ce que Daniel a survécu et est-ce qu'on va le revoir? Et comment Luciana a retrouvé Nick? Le groupe est à présent installé, mais comme tout lieu sécurisé qui apporte en plus son lot de confort, il est forcément convoité par des personnes extérieures. Ces personnes seront donc les Vultures, ou les vautours en français, mais c'est un peu moins classe on va dire, qui vont s'installer sur le parking du stade de baseball et qui vont arriver en plus avec un tas de camping-cars, de bus et tout ça, donc ils arrivent quand même avec un nombre assez conséquent de personnes. Qui plus est, ils ont l'air d'être vraiment rodés, ils ont l'air de ne manquer de rien et surtout ils sont doués pour trouver assez rapidement de la nourriture. Étant donné que les vautours s'installent pour une durée indéterminée à côté du stade de baseball, on est en train de se dire que peut-être qu'ils sont en train d'assiéger le stade. Et c'est Melvin, le leader de cette communauté, qui va expliquer à Madison ce qu'il veut réellement, c'est-à-dire qu'il veut récupérer tout ce qu'ils ont et que pour le moment la seule chose qu'ils ont à faire c'est d'attendre à l'extérieur que tout le monde meure de faim et ainsi récupérer tout mais sans avoir à se salir les mains. Il va néanmoins proposer à Madison et le reste de son groupe de rejoindre sa communauté, ce que Madison refuse puisqu'elle le sent bien, ce ne sont pas du tout de bonnes personnes et effectivement ils ont sévi dans la région, ils ont quand même tué un sacré nombre de personnes. Ils assiègent le stade, cependant ils laissent quand même Madison et le reste du groupe sortir quand ils le veulent, donc c'est assez étonnant et on peut imaginer qu'au bout d'un moment les choses vont dégénérer parce qu'ils n'auront plus de patience. Concernant cela, il s'agissait d'une timeline qui est dans le passé, puisque lorsqu'on retrouve Alicia, Luciana, Victor et Nick, ils sont en train d'attaquer un fourgon dans lequel se trouvent les 3 nouveaux personnages. Morgan fait donc son entrée dans la série, alors on commence avec Rick, Jesus et Carol qui essayent de le convaincre de rester, sauf que Morgan décide tout d'un coup de partir, et en plus il part en courant. Morgan a quand même changé, il n'est plus en proie à la folie, ce genre de choses, il ne veut plus à nouveau tuer, et par contre il est vraiment méfiant envers tout le monde, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il veut être seul, il ne veut pas connaître qui que ce soit, il veut rester seul, il dit, comme il le dit, il est de passage, et c'est pour ça qu'à chaque fois il refuse d'accompagner John et Althea. John c'est un ancien policier, un as de la gâchette, et c'est quelqu'un d'extrêmement doux, extrêmement gentil, et qui a aussi des difficultés maintenant à se comporter avec d'autres personnes, puisqu'au contraire de Morgan, lui est resté seul pendant très longtemps, et par conséquent veut absolument faire ami avec les gens. D'ailleurs il a une façon un petit peu bizarre de le faire, parce qu'à chaque fois il propose des bonbons, ou alors c'est de la nourriture. Il essaye vraiment de s'attirer la sympathie des gens pour qu'ils restent avec lui, et je pense que vraiment, contrairement à Morgan, la solitude lui pèse énormément. Sa particularité, c'est qu'il est à la recherche d'une femme qu'il appelle Laura, c'est une femme qu'il a accueillie chez lui après le début de l'apocalypse, mais qui a du jour au lendemain disparu. Il est donc à sa recherche, et l'élément pour la reconnaître est un pistolet dont il a le même modèle, et sur lequel est gravé JD, c'est-à-dire John Dory. Althea, quant à elle, est la touche féminine de ce trio. Elle le dit elle-même, elle est journaliste, et je trouve ça assez intéressant qu'elle dise pas « j'étais journaliste », c'est-à-dire que pour elle, son métier compte toujours, même après l'apocalypse, et c'est une personne qui donne quand même du sacré fil à retordre à ses agresseurs. Et sa particularité, c'est qu'elle a quand même un sacré fourgon blindé qui la protège quand même de très nombreux dangers, et d'ailleurs on n'a pas trop envie de s'y frotter. Les interviews d'Althea vont être le fil conducteur de ce début de saison, puisque c'est par ce biais qu'on va pouvoir savoir ce qu'il s'est passé dans le passé. Althea est très humaine et très maligne aussi, ce qui en fait un personnage très attachant, et aussi c'est quand même un personnage très original qui a un peu un côté Mad Max. Le début de cette saison 4 est donc sur 2 timelines, et je pense que ce sera même le cas jusqu'à la mi-saison. Je pense qu'on est parti pour raconter tout ce qui s'est passé avant sur 8 épisodes. Nous avons donc la timeline passée avec un filtre jaune orangé et celle du présent qui est avec des tons grisâtres. Les 2 premiers épisodes vont surtout servir à introduire les nouveaux personnages, mais aussi à présenter le conflit qu'il y a eu avec les vautours. La série va quand même nous spoiler des morts en ce début de saison. On a déjà 2 morts qui ont été présentées, ça fait déjà beaucoup, et c'est vraiment très difficile pour une série vraiment de nous spoiler des morts, c'est-à-dire qu'on va, peu importe ce qui va se passer, on saura déjà l'issue de la chose, et je trouve qu'au final c'est quand même très bien fait, c'est un exercice qui est très difficile, et le fait de mélanger les timelines, qu'on ait les interviews par le biais d'Althea, ça rajoute énormément au suspense de savoir mais comment ils ont fait pour en arriver là, parce qu'on voit quand même des personnages qui sont maintenant agressifs, qui ont maintenant peur de tout, qui sont des survivants aguerris, qui ont l'air quasiment d'avoir perdu toute humanité. On arrive donc à cet épisode 3 qui va, je pense, nous marquer pour
pour le reste de la série, là c'est clair. Donc la mort de Nick qui est mort car il a tué Ennis, le frère de Melvin, pour une raison inconnue, ce qui peut nous faire nous demander si Madison ne serait pas morte, parce que quand même Madison c'est le seul personnage qu'on ne voit pas dans la timeline présente, et personne n'évoque son nom quand il s'agit de savoir ce qu'elle est devenue. Alors effectivement, tout laisse penser que Madison est morte, c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que ce serait bien trop facile. Je pars plutôt sur une hypothèse qu'elle serait plutôt partie d'elle-même, parce que justement on a dans l'épisode 4 Melvin qui raconte son histoire avec son ranch, qu'il a demandé aux gens de rester au ranch alors que le feu arrivait, et qu'au moment où tout a brûlé et qu'il entendait les gens mourir, il s'est barré avec son frère. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être un écho avec ce que Madison a fait. J'imagine bien qu'en fait, effectivement, le stade se fait attaquer par les vautours, parce qu'au bout d'un moment ils perdent patience, parce que justement Nick avait réussi à trouver des graines et donc à trouver une solution à la famine. Les vautours, se rendant compte que le groupe ne meurt pas de faim, auraient perdu patience, auraient donc attaqué le stade, et au final Madison, qui avait demandé à tout le monde de rester et de se battre pour cet endroit, finalement se serait rendu compte que tout allait vraiment mal se terminer, parce que de toute façon ils étaient peu grands en nombre, et aurait fait fuir sa famille. Elle serait peut-être restée, elle aurait peut-être vu les gens mourir, et que rongée par la culpabilité du fait d'avoir demandé aux gens de rester alors que finalement ils allaient mourir, d'avoir fait survivre seulement ceux qu'elle aimait, elle aurait décidé de quitter le groupe et d'être seule, parce que justement elle voulait plus avoir d'autres morts sur la conscience, et justement elle n'arrive pas à vivre tout ça, donc elle aurait peut-être été brisée psychologiquement, et cela serait donc dû forcément au groupe des vautours, et donc indirectement à Ennis, et ce serait la raison pour laquelle Nick en voudrait tellement à ce personnage. Autre possibilité, il y aura un rapport entre la marque qu'a Victor à la main et ce qui est arrivé à Madison. Peut-être que Madison aurait été captive et aurait été brisée psychologiquement, peut-être on peut imaginer une torture ou ce genre de choses. Ça c'est une théorie qui circule beaucoup en ce moment, selon laquelle Madison aurait été torturée et donc brisée totalement. Il est possible que ce soit même Ennis lui-même qui ait effectué cette torture, ce qui décuplerait en plus le sentiment de colère de Nick. Et ce qui expliquerait que Alicia, Luciana et Victor veulent prendre les armes pour se venger des vautours, puisqu'il s'agirait peut-être de libérer Madison. Concernant la mort de Nick, c'était vraiment... c'était très très dur à voir, vraiment ça m'a choqué. Je pense que c'est vraiment une des morts de série qui va me choquer le plus, parce qu'en plus c'était un personnage que j'aimais énormément. Pour moi c'était vraiment le pilier de la série. Alors, effectivement, Madison c'est quand même le personnage principal, mais Nick c'était vraiment l'atout majeur de cette série. C'était un personnage qui était profond, qui avait beaucoup de paradoxes, qui était très intéressant. Un personnage qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans d'autres séries, et je trouvais que c'était vraiment au niveau d'écriture de personnage le meilleur personnage de cette série. Et j'avais hâte de voir comment allait évoluer la relation entre Morgan et Nick, surtout que Nick a beaucoup de réparties, c'est quelqu'un de très malin. En plus, le petit moment où quand même Nick mène un peu en bateau Morgan, parce que Morgan, on sait qu'il s'est pris une balle dans la jambe, donc il peut pas trop bouger, donc Nick en profite pour partir. Enfin au final, il se retrouve un peu dans la galère, et c'est Morgan qui va le sauver, donc je trouvais que tout ce genre de scène, c'était assez drôle, et ça pouvait mener encore à plein d'autres situations drôles, et surtout touchantes, parce que quand même, à la fin, Morgan avait quand même réussi à lui redonner un petit regain de paix, parce qu'il lui donne quand même le livre L'Art de la Paix que lui avait donné Eastman. Sauf que Nick a voulu se venger de ce que les vautours ont fait, alors même si Morgan a essayé de le retenir et tout ça, finalement, je pense qu'il s'est dit, finalement, c'est pas mon problème, s'ils veulent le faire, de toute façon, il va le faire. J'ai beaucoup aimé tout le lien avec les fleurs, c'est-à-dire que quand Morgan regarde les fleurs sur lesquelles se trouvait Nick, il se dit quand même que finalement, il doit y aller parce qu'il doit lui sauver la vie, parce qu'il se doute bien que la violence va engendrer encore d'autres violences, que c'est un cercle infernal, et que Nick ne doit pas tuer simplement pour qu'il n'y ait pas de représailles, qu'il n'y ait pas d'autres problèmes par la suite, et que toute vie est précieuse. Seulement Nick va quand même réussir à tuer Ennis, et pendant un moment Morgan a l'air d'être tranquille, parce qu'il dit finalement après il a réussi un petit peu à le raisonner, donc Nick est en train de lire le livre et finalement se prend une balle de la part de Charlie. Alors faut savoir que moi je me suis fait spoiler le fait que Nick allait mourir, je me suis fait spoiler par Ares Promo, vous savez c'est la chaîne qui fait toutes les bandes annonces et tout, ils ont trouvé une bonne idée, c'était de mettre l'extrait avec marqué en titre Nick, la mort de Nick, donc j'ai adoré. Puis après de toute façon il y avait des gens qui m'ont spoilé sur Twitter, donc de toute façon même si j'avais pas vu ça sur YouTube je me serais fait spoiler. Mais en fait le truc c'est que pour Charlie je l'ai su très très vite, je me suis très vite rendu compte que c'était une traîtresse, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de théories par rapport à Enid, et je me suis dit mais finalement l'histoire d'Enid et de Charlie, Enid elle s'est retrouvée sans ses parents et tout ça, et voilà elle a été recueillie. Je me dis finalement c'est un peu la même chose pour Charlie, et comme il y avait eu l'histoire d'Enid qui avait empoisonné le bocal de cornichons etc, que c'était une espionne pour Negan et tout ça, et je me suis dit ça sent le guet-apens, le fait qu'elle veuille qu'on aille chercher ses parents et tout ça, c'est un petit peu bizarre, et effectivement ça sentait pas bon. Je me suis dit à tous les coups c'est une espionne, ça tournait beaucoup autour d'elle, je crois qu'il y a beaucoup de scènes qui tournent autour d'elle pour pas grand chose, et finalement je me suis très vite rendu compte du truc. Ce que je pensais c'est donc vite confirmé, et à partir de là quand j'ai su que Nick allait mourir, j'ai su que c'était elle qui allait le tuer, parce que ça coulait de source, surtout en plus une fois qu'Ennis se fait tuer, et surtout parce que Ennis le dit, il était le tuteur de Charlie et c'est lui qui lui a
a appris comment survivre, et donc il lui a appris ses méthodes à lui, et c'est-à-dire si tu tues quelqu'un de ta famille, tu vas te venger et tuer la personne. C'était un épisode choquant, d'autant plus que ça arrive en début de saison, on ne s'y attend forcément pas du tout. En plus on a un Nick qui vraiment, alors là pour le coup j'ai pas compris, donc en fait Frank Dillane voulait partir depuis la saison 3, et je me dis mais pourquoi vous l'avez pas fait mourir au barrage en fait? Au pire on savait pas s'il était mort ou non, on pouvait peut-être le faire revenir potentiellement, il y aurait même eu des tas de théories et tout. Pourquoi vous l'avez pas fait mourir au barrage, là où il se sacrifie pour sa famille? Ça aurait été beau, ça aurait été une belle fin. Au final, on décide de le faire revenir pour la saison 4, pour tous les événements de la timeline, etc. Parce qu'on va quand même le revoir après, c'est ça qui est encore pire, c'est de se dire que le personnage dans la timeline présente, il est mort, et qu'on va revoir tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire qu'on va voir des scènes émouvantes, des scènes qui vont forcément nous prendre au trip, parce qu'on sait que le personnage, après ça, on ne le reverra plus jamais. C'est vraiment très très triste, et c'est un personnage qui quand même avait envie de vivre. En plus, on voyait qu'il avait peur derrière, il était dans le stade de baseball, il avait peur de sortir et tout, donc il avait certainement peur du danger, donc forcément il avait pas envie de mourir. En plus, il n'a même pas le temps de dire quelques mots, dire au revoir, je vous aime ou quelque chose comme ça. Il meurt pas pour protéger quelqu'un, il meurt pas pour quelque chose de digne et incroyable, il meurt parce qu'il meurt en fait. C'est ça qui est assez dingue. Il meurt par vengeance, il a commis un acte qu'il aurait pas dû faire mais qui est compréhensible, et surtout je pense qu'on va le comprendre pourquoi il a fait ça après. Ça va être pire de se dire que finalement ce qu'il a fait, peut-être n'importe qui d'autre l'aurait fait parce qu'il avait des bonnes raisons de le faire, et de se dire il est mort comme ça par une petite gamine de 12 ans, comme ça c'est assez hardcore quand même. Et je vais rétablir un truc parce qu'effectivement, MMC arrêtait pas de dire oui, mais Frank Dillane il est parti parce qu'il avait d'autres projets, tout ça. Sauf que quand on lit une des nombreuses interviews qu'il a faites la semaine dernière, on apprend qu'au final, il a l'intention de rien faire pour le moment. Il a dit voilà, je vais faire un peu de musique, je vais rester en Europe et tout ça, parce que l'Europe lui manquait effectivement. Pour l'instant, il a l'intention de ne rien faire du tout. Quand on lui a demandé s'il allait faire à nouveau de la télé, il a dit je ne sais pas, je vais pas dire non, mais je vais pas dire oui. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc parti pour d'autres projets. Finalement non, je pense que c'est surtout parce qu'il en avait marre. En plus il dit oui, donc il y avait un changement de showrunner et tout ça, donc c'était le bon moment pour partir. Est-ce que effectivement il y avait peut-être pas un souci avec la prod? Je sais pas, je vais pas aller extrapoler, peut-être que tout simplement il avait juste envie de partir, même s'il aimait beaucoup tourner, il aimait beaucoup la série. Je pense qu'aussi il y avait pas mal de rumeurs par rapport au fait que la célébrité c'était pas trop son délire, et effectivement quand on lit les interviews, il parle pas trop, voilà, c'est pas trop son truc de répondre aux interviews, c'est quelqu'un de très discret, et je pense que voilà, ça mélangé au fait qu'il avait envie de retourner en Europe, ça a fait qu'il a voulu quitter la série. Mais je veux dire, quitter la série comme ça, c'est dur, de se dire que le personnage était jeune, il avait encore beaucoup de potentiel à exploiter, que ce soit ne serait-ce qu'en développement de personnage lui-même, et ne serait-ce qu'avec sa relation avec, par exemple, Morgan, il y avait beaucoup de choses à exploiter, donc c'est d'autant plus frustrant que en plus c'était un personnage extrêmement aimé par les fans et qui était très très important pour la série. Pour moi, c'était le personnage principal, quand Madison allait mourir, c'était le personnage principal, pour moi ça l'était même déjà. Donc c'est dur. Dans cet épisode 4, tout le monde est choqué par la mort de Nick, et même on a l'impression que les larmes écoutent quasiment plus, parce qu'en fait il y a un effet où à mon avis c'est passé tellement de choses avant que les larmes coulent plus en fait, ils ont tellement dû pleurer, ils sont tellement choqués, c'est clairement ce qu'on peut dire un stress post-traumatique. D'ailleurs on le voit parce qu'ils ont vraiment du mal à s'exprimer à la caméra d'Althea. On se rend compte très vite que face à la menace des vautours, tous avaient envie de foutre le camp, dont Victor qui lui carrément avait fait ses provisions pour être tout seul, voire même pour être deux. Ils étaient tous prêts à s'en aller et finalement sont quand même revenus, cependant ils vont forcément le regretter par la suite et le disent finalement on aurait quand même dû foutre le camp. Luciana, Alicia et Victor pensent tellement à se venger des vautours qu'ils en oublient quasiment d'enterrer Nick et ils disent oui vous récupérez les armes et tout, vous nous avez mené un bateau mais au final vous allez l'enterrer Nick ou pas, parce que là au bout d'un moment on va pas le laisser dans le fourgon là, comme ça en plein soleil, c'est pas possible quand même. Ils veulent donc l'enterrer là comme ça dans un champ, sauf que Morgan lui, alors qu'il le connaissait quand même depuis peu de temps, c'est-à-dire quand même que Morgan arrive à cerner très très vite les gens, il arrive à se dire quand même mais Nick il aimait faire pousser des choses, donc enterrez-le à côté de l'arbre, ça semble un minimum logique. Et s'il y avait eu des fleurs, comme les fleurs qu'il liait Nick à sa mère. D'ailleurs je trouvais l'épisode 3 très poétique par certains aspects, et notamment par les fleurs. On a quand même les fleurs qui symbolisaient un peu la beauté dans ce monde, et c'est ce que disait Madison, elle quand elle sort, elle essaie de penser à des choses positives, à des choses qui sont belles dans ce monde, et quand elle voit les fleurs elle dit ça ce sont des choses qui sont belles dans ce monde. Et c'est vrai que Nick va aller se coucher dans le parterre de fleurs et tout ça,
ça. Il va retrouver ses fleurs quand il va s'enfuir pour mener en bateau Morgan. Enfin voilà, on va revoir ses fleurs plusieurs fois, notamment à la fin de l'épisode 3 lorsque Nick va mourir et qu'après on le voit respirer dans les fleurs. C'est une image qui est super belle. On est obligé de lâcher sa petite larme, c'était juste pas possible. Et le fait que Morgan dise comme ça, oui, il aimait faire pousser des choses et tout, bah je sais pas, ça m'a pris au trip. Vraiment, ça m'a donné les larmes aux yeux parce que je sais pas, c'était vraiment à un moment donné. Alors, on repense à Nick et dire les gars, attendez là, vous faites votre délire et tout, mais là quand même, il y a un peu d'essence quand même. C'est votre ami qui est mort, c'est votre frère qui est mort, donc faut y penser. Faut penser aussi à ce qu'il aurait voulu. Et pourtant, Morgan, c'était pas un personnage qu'il connaissait depuis très très longtemps. Et il va lui mettre quand même la petite fleur sur la tombe, et ça, c'est vraiment hyper émouvant. Autant voilà, sur The Walking Dead, on arrive à traiter les morts d'une bonne façon, autant dans The Walking Dead, dans celle qui était de la saison 8. Bah c'était joli, il y avait des trucs jolis tout, mais là c'est franchement, je trouve que l'après-mort de Nick a vraiment été bien traité, et le fait voilà, qu'on va le revoir à chaque fois dans les épisodes, ça va être très difficile et marquant, et je pense que la série a réussi un très grand coup. C'est pas facile de faire mourir un personnage principal et de le faire mourir bien, et je pense que pour le coup ils ont réussi. La question c'est comment Morgan va-t-il réagir à la suite de ça, parce qu'on le voit quand même très peiné, c'est-à-dire qu'il prend quand même la peine de respecter les choix de Nick, de respecter ce qu'il aimait, donc ça veut dire qu'il est très touché par sa mort, et on peut se dire qu'après ce qu'il est arrivé à Ben, le fait qu'il ait failli perdre Henry, maintenant il a perdu Nick, alors que justement il y avait un gros potentiel et je pense qu'il avait clairement envie de le faire évoluer. Est-ce que Morgan ne va pas finir par perdre espoir et vouloir justement, comme il le dit, de toute façon il voulait à nouveau partir tout seul. Je pense qu'il y a vraiment un gros ras-le-bol, et peut-être qu'au bout d'un moment il va peut-être perdre l'espoir, j'espère pas. Je pense que c'est un personnage qui a quand même pris beaucoup de galons, qui a beaucoup d'expérience maintenant et qui sait que ce genre de choses arrive. Et j'espère quand même qu'on verra ce qu'il allait faire avec Nick, avec vraiment un autre personnage. J'ai vraiment envie qu'il réussisse ça. J'ai vraiment envie que Morgan retrouve un fils spirituel, mais en attendant il va quand même soutenir John, c'est-à-dire que John va apprendre quand même une nouvelle de taille, et je me suis aussi doutée de la chose, on va dire, mais beaucoup de trucs. Autant pour Charlie, j'étais convaincue que c'était une espionne très rapidement. Autant pour Naomi, je me posais la question, j'avais des doutes, je me suis dit bon, elle a pas l'air super importante, et en même temps c'est bizarre, on la revoit encore dans cet épisode-là. Pourquoi elle nous intéresse alors qu'on la voit plus actuellement? Et effectivement, Naomi s'avère être la fameuse Laura, c'est-à-dire l'amoureuse de John, celle qu'il cherche depuis très longtemps. On la voit d'ailleurs avec le fameux pistolet. Elle a son sac et tout ça. Donc j'ai dit, ça se trouve il y a une embrouille, cette Laura a peut-être à nouveau disparu, je ne sais comment, et qu'elle a récupéré ses affaires, et qu'au final Naomi n'est pas du tout cette fameuse Laura. Mais on apprend quand même que finalement John ne savait pas le nom de cette personne, donc ils ont dû tomber amoureux en un temps peut-être assez réduit, et John est quand même très touché par tout ça, mais refuse quand même d'aller se venger là-bas, alors que pourtant le mec c'est un as de la gâchette, et ce qui fait que c'est un duo top avec Morgan, parce que comme les méchants le disaient, on a Morgan qui est hyper fort en Aikido, et puis on a John qui est un as de la gâchette, donc super duo. Donc Morgan va rester avec son nouvel ami John, et je suppose qu'une fois les problèmes réglés, il va vouloir à nouveau partir, mais bon, je pense que là on tient quand même un duo qui va être très intéressant. Donc moi j'ai vraiment hâte de savoir ce qui s'est passé au stade, à quel moment ils ont attaqué, pour quelles raisons ils ont attaqué, comment ils ont fait pour s'en sortir, qu'est-ce qui est arrivé à Madison, et comment Morgan et John vont aider les autres à se venger. Voilà, j'ai envie de savoir tout ça, et effectivement de voir les derniers moments de Nick, et puis peut-être après de voir comment on va réussir à tourner la page. En tout cas on a 3 nouveaux personnages qui sont vraiment intéressants, et j'ai envie de creuser un petit peu plus Althea, parce que je trouve que John et Morgan sont déjà très charismatiques et ont vraiment beaucoup de choses à proposer, et j'avoue qu'Althea, j'ai envie d'en savoir encore plus sur ce personnage, savoir justement par quoi elle est passée, ce genre de choses. Mais en tout cas je suis vraiment convaincue par ces 4 premiers épisodes, vraiment on est sur un niveau assez haut. Et ah oui, et d'ailleurs j'ai bien aimé aussi le nouveau travail du générique, qu'à chaque fois une référence à un événement important des épisodes, et là en l'occurrence ce que j'ai bien aimé c'est le générique en 4 tiers, façon caméra d'Althea. Je trouvais que c'était très intéressant, et il y a une touche supplémentaire. Déjà c'était une série, niveau réalisation c'était vraiment très bon, et là en plus on a des petites subtilités, on a beaucoup de poésie, des choses très intéressantes, et ça augure du bon pour tout le reste de la saison, et c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir faire des reviews dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 4 premiers épisodes. Maintenant vous aurez une review chaque semaine par épisode, j'ai rattrapé mon retard, donc voilà, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!